Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous ce matin pour parler un petit peu de marque institutionnelle. Je vais me présenter très rapidement. Ça fait presque 20 ans que je travaille dans l'univers de la licence. Je suis dirigeant aujourd'hui de plusieurs sociétés, notamment une société qui s'appelle Ipanema, qui est présente sur Paris, Nice et Monaco. On y viendra après. Et je suis également directeur d'une filiale que nous avons en Principauté de Monaco. Et dans mon parcours, voilà, j'ai été baigné dans le monde de la licence très tôt. J'ai travaillé près d'une dizaine d'années dans le groupe M6. J'ai dirigé après tout le business hors publicité du groupe RTL, premier groupe de radio français. Et j'ai occupé la fonction de directeur marketing communication du groupe Panini pendant quelques années aussi. Donc pour vous parler d'Ipanema et du groupe Ipanema, Ipanema se définit comme une agence de marque. À la base, c'est un groupe de communication, mais qui très vite a décidé de prendre le concept de marque à bras le corps et de à la fois travailler la stratégie des marques, que ce soit au niveau corporate, au niveau du positionnement, au niveau de la plateforme de marque, mais aussi d'animer les marques par différents moyens. Et la licence de marque en est un que nous avons choisi il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, on est un peu plus d'une dizaine de collaborateurs. On fait à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une division licensing qui est totalement intégrée. Et on a décidé de se positionner sur les marques institutionnelles et notamment institutionnelles publiques depuis 7 ans. C'est un positionnement qui nous a plutôt réussi, puisqu'on se rend compte que de plus en plus d'acteurs publics ont la volonté de se lancer dans une politique de licence de marque, à la fois pour se protéger, ce qui n'est pas une mince affaire lorsqu'il s'agit d'une marque publique, et également pour essayer de générer de nouvelles sources de revenus dans une période où les baisses de dotation de l'État sont vraiment quelque chose de très important. Il y a beaucoup moins de subventions et on demande généralement aux acteurs publics de s'autofinancer. Quelques exemples de marques que nous avons en portefeuille. Marques du gouvernement princier de Monaco, donc essentiellement les marques Monaco, Monte Carlo. Nous travaillons également autour de l'image du palais princier de Monaco. On travaille également pour le Centre des monuments nationaux, qui est un établissement public qui dépend en fait du ministère de la Culture. Premier opérateur touristique et culturel en France, 10 millions de visiteurs sur un réseau de 100 monuments, parmi lesquels à Paris par exemple le Panthéon, l'Arc de Triomphe, la Sainte-Chapelle, la Conciergerie, et puis en province des sites comme les alignements de Carnac, le château et les tours de Carcassonne, et bien d'autres. Voilà, un maillage au niveau national qui est plutôt très homogène. On travaille également pour la ville de Lyon depuis l'an dernier. Une politique de marque va être mise en place, on y reviendra tout à l'heure, dans les mois qui viennent. On travaille également pour la marque Saint-Barth, la marque de collectivité. Donc ce territoire un petit peu éloigné, mais qui est un territoire français qui véhicule beaucoup de valeurs et qui est un territoire de marque à la fois très exotique, mais aussi assez premium. Donc pour vous parler de l'ADN un petit peu de notre portefeuille de marques, il est essentiellement tourné vers les marques de territoire, toutes les marques publiques, des institutionnelles, des marques culturelles liées à l'histoire, mais aussi des marques gouvernementales. Et surtout, ce sont des marques évidemment officielles. On va venir aujourd'hui parler des nouveaux processus de valorisation des marques institutionnelles. C'est une tendance qui se développe depuis quelques années avec une frénésie certaine. Les marques institutionnelles, je ne vais pas vous faire l'offense de vous expliquer de quoi il s'agit, mais on parle essentiellement de marques corporate, normalement, des marques qui sont issues du monde économique, qui sont basées sur le nom d'une marque ou d'un produit ou d'un groupe extrêmement connu dans son secteur d'activité. Et là, on parle vraiment d'acteurs historiques, des marques étrangères à l'international depuis des décennies ont fait le choix de la valorisation de leur nom. Mais c'est un phénomène qui connaît une explosion au niveau des marques publiques, donc des marques qui dépendent du nom d'un territoire, d'un opérateur culturel ou d'une corporation, par exemple. Et là, on parle vraiment d'acteurs émergents.
Donc les marques corporate et publiques, qui font partie de la famille des marques institutionnelles, il y a des choses qui les lient, il y a des choses qui les différencient. Ce qui peut les lier, c'est déjà le fait que généralement une marque corporate, elle a une histoire forte. Parce qu'elle est devenue une marque forte, elle se diversifie, elle s'étend. Il y a une portée patrimoniale. Juste avant, il y avait les gens de Peugeot qui vous ont proposé un talk. Voilà, on est vraiment sur des marques à portée patrimoniale. Et c'est beaucoup le cas des marques publiques, on le verra aussi juste après. Les marques publiques, sans vergogne, s'inspirent énormément des pratiques du secteur privé, notamment des pratiques de valorisation des marques de l'entertainment. Il y a une volonté évidente de recherche de revenus complémentaires pour les raisons dont je parlais tout à l'heure, avec des besoins d'autofinancement, des besoins de trouver d'être créatifs dans la manière de créer des sources de revenus. Il y a un objectif évidemment d'élargissement des cibles. Aujourd'hui, le marketing territorial est devenu quelque chose de très important. Il y a évidemment la volonté de toucher le plus de monde possible et de créer un nombre de points de contact le plus large possible avec tout un tas de cibles de consommateurs. Et à l'origine, on va dire c'est peut-être même l'origine de leur volonté de s'étendre, il y a une volonté de protection. Que ce soit une marque corporate qui est à la base connue pour un produit particulier ou une marque publique qui, elle, a une mission de service public sur un secteur d'activité ou dans un domaine très particulier, eh ben, elles se rendent compte qu'elles peuvent être attaquées, il peut y avoir de la contrefaçon, il peut y avoir tout un tas de problématiques assez importantes à gérer à partir du moment où leurs marques sont mal protégées. Et pour ce qui concerne les marques publiques, on va dire que c'est un travail de tous les jours et un travail très important, puisque évidemment, ce phénomène de protection de marque n'a jamais été vraiment pris en compte. Historiquement, c'est assez récent. Et lorsqu'on parle de l'Arc de Triomphe, par exemple, vous imaginez bien que on parle d'un monument qui est dans le domaine public. Il y a des exploitations très diverses et très anciennes de l'image de ce monument, mais également du nom. Il y a énormément de gens qui ont déjà déposé des marques intégrant le nom, par exemple, de l'Arc de Triomphe. Et c'est compliqué pour les publics qui ont la gestion, par exemple, de ce monument, de faire valoir leurs droits et leur légitimité lorsqu'il y a des droits très factuels, des droits d'antériorité qui peuvent exister. Après, il y a des choses évidemment qui différencient les marques corporate institutionnelles traditionnelles des marques publiques. Déjà, le fait qu'il y a une implication très forte d'une mission de service public, que ce soit la ville de Paris, l'Élysée. Vous savez que ces marques-là se sont évidemment développées, mais c'est le cas pour la Principauté de Monaco, c'est le cas pour le Centre des monuments nationaux dont nous gérons les marques, c'est le cas pour la ville de Lyon. Également, il y a une mission de service public qui reste la mission première de la marque. Mais ça implique énormément de choses en termes d'engagement, de responsabilité. Et on y reviendra un petit peu après. Les marques institutionnelles, elles doivent généralement créer une marque sœur de valorisation. C'est très compliqué pour une marque publique de se proposer d'un point de vue commercial à l'identique. C'est pour ça que la ville de Paris a développé une identité spécifique. C'est pour ça que la ville de New York a aussi saisi la balle au bond du succès du I Love New York pour différencier en fait sa marque de valorisation de la marque institutionnelle de la ville. Et le cas se répète quasiment à chaque fois qu'une marque publique décide de se lancer dans une politique de marque. C'est ce que nous venons de mettre en place pour la ville de Lyon, vous le verrez tout à l'heure. Là aussi, la marque de valorisation est vraiment différente de la marque de l'institution. Évidemment, il y a un grand écart entre le monde de l'entreprise et le monde public. D'un point de vue culture, il y a des différences très importantes. Et ça prend toujours du temps de faire passer les messages à différents services et d'expliquer tous les atouts et tous les bénéfices que peut retirer une institution d'une politique de marque. Voilà. Le monde public et le monde des affaires a généralement du mal à se mixer, à se conjuguer. Et il y a toujours un petit peu de pédagogie à faire et c'est un travail même un petit peu permanent.
Évidemment, les réseaux de distribution d'une marque publique ne sont pas du tout les mêmes que dans le monde de l'entertainment ou même pour une marque vraiment corporate. Et les moyens budgétaires et marketing que peut allouer une marque institutionnelle pour faire vivre la marque, pour la rendre visible et pour la rendre attractive, sont évidemment très très inférieurs à ce qu'un groupe privé ou une marque issue du monde du divertissement peut faire. Donc on est toujours dans une démarche de valorisation, mais avec des moyens qui sont toujours très limités, voilà, et qui ne dépendent pas directement des actes de la politique de marque. Il y a une dynamique actuelle, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une vraie dynamique actuelle sur les marques institutionnelles en France, et notamment sur les marques publiques. Alors il y a des faits générateurs, il y a des faits accélérateurs. Parmi les faits générateurs, il y a une réappropriation nécessaire, c'est-à-dire que lorsqu'un monument est représenté de manière sauvage, l'institution ne maîtrise pas l'image qui est véhiculée sur des produits de commerce. Il y a la nécessité donc aussi de se protéger, de protéger la marque. Et il y a une volonté de mettre un terme dans la mesure à tout un tas d'utilisations que j'appelle sauvages, hein, une utilisation sans autorisation, avec parfois des pratiques très malheureuses pour l'image du monument. J'en ai parlé, il y a le développement du marketing public et puis il y a les fameux besoins de financement, essayer d'être créatif dans la manière de générer de nouvelles sources de revenus. Ça, c'est des faits générateurs qui datent déjà d'il y a quasiment une dizaine d'années. Et il y a des faits accélérateurs, notamment l'évolution des attentes des consommateurs. Aujourd'hui, vous le savez, les consommateurs sont à la recherche de produits porteurs de sens. On vit une crise actuellement qui n'a pas de comparaison possible dans l'histoire. Les attentes des consommateurs évoluent. On se rend compte qu'on revient de plus en plus. Alors, on parle beaucoup du Made in France. Il y a eu un regain de Made in France. On parle beaucoup de réindustrialisation de la France. Mais il y a aussi quasiment la recherche du fait maison aujourd'hui et de l'ultra local. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment un phénomène de société qui correspond bien en fait à ce que les marques publiques peuvent proposer. Donc la recherche de valeur refuge, ça fait partie évidemment de l'évolution de ces attentes. Il y a une défiance pour la mondialisation, vous le savez, hein, la crise que nous traversons a aussi mis ceci en avant, en tout cas l'a accéléré. Les consommateurs veulent vraiment revenir à des circuits courts, à une consommation plus raisonnée. La crise Covid, donc évidemment, c'est ce qui, on va dire, accélère tous ces phénomènes qui étaient déjà un petit peu émergents. Et puis la tendance des collaborations, vous le savez, depuis quelques années, il y a une démultiplication des collabs. Il y a une recherche toujours de créativité dans le type de collaboration qu'on peut mettre en place. Et les marques publiques arrivent là aussi à intéresser des sociétés industrielles, des sociétés dans différents secteurs, parce elles sont porteuses en fait d'un contenu original, et on en parlera un petit peu après. Donc voilà, il y a des faits générateurs, des faits accélérateurs, ça crée des opportunités pour des marques qui ne sont pas historiquement dans le scope en fait, des marques qui peuvent se concéder sous forme de licence. Et du coup, les marques institutionnelles deviennent de vraies alternatives pour des industriels, pour des distributeurs, et des alternatives à des marques, par exemple, de l'entertainment. Alors, je ne suis pas en train de dire que les marques corporate institutionnelles vont supplanter les marques de divertissement, pas du tout. Les marques de l'entertainment restent évidemment reines dans le monde de la licence, mais on constate vraiment une émergence de différentes marques. C'est le cas vraiment en France, c'est le cas aussi à l'étranger. Et le montage d'opérations qui deviennent de vraies alternatives avec un discours différent. Et c'est c'est une vraie opportunité. Et pourquoi elles se posent en alternative, ces marques? C'est parce que peut-être que plus que toutes les autres marques, elles représentent des symboles, que ce soit lié au patrimoine, à l'histoire, à la culture, aux racines de tout un chacun, à Madeleine de Proust, hein, qui sont évidemment différentes selon les individus. En fait, les marques qui peuvent toujours ramener un individu à sa construction, à son enfance peut-être aussi, et à la construction d'une identité individuelle ou collective. Lorsqu'on parle de l'Arc de Triomphe c'est un symbole patriotique extrêmement fort en France.
qu'on soit déjà venu à Paris ou pas, qu'on ait déjà vu l'Arc de Triomphe ou pas. L'Arc de Triomphe, normalement, suscite une émotion ou au moins une certaine vision. Et comme la plupart des marques, les marques publiques, elles s'attachent à proposer un brand content original. Elles se dotent d'univers graphiques, sémantiques, iconographiques qui enrichissent la simple identité, et elles proposent des contenus historiques où elles axent leurs atouts au niveau marketing sur des choses qui sont très différentes des marques que vous avez peut-être l'habitude de travailler, par exemple. Ce qui fait que ce sont des marques originales qui surprennent généralement, mais au final, tout le monde acquiesce pour dire qu'en effet, une marque publique, il y a un intérêt, il y a un attachement fort et il y a des choses à mettre en place. Voilà. Et c'est ce que nous, on fait sur les marques que nous avons en portefeuille. Je vais vous donner des exemples après. Et donc, on parle de nouveaux processus de valorisation. C'est ce que nous, on appelle le R2. Engagement, responsabilité, exigence, réponse. Une marque institutionnelle, pour être une marque vraie, et le concept de marque vraie est quelque chose dont on va entendre parler de plus en plus. Et pour devenir une marque vraie, déjà, il faut s'engager pour une mission, pour une cause, le faire savoir et en apporter la preuve. Ça, pour une marque publique, c'est assez facile. Lorsqu'on est le Centre des monuments nationaux, on est là pour permettre la sauvegarde et la rénovation des joyaux du patrimoine français. Ça, c'est leur mission. C'est aussi le fait d'ouvrir le réseau des monuments nationaux au plus grand nombre. Ça, c'est la mission, c'est l'engagement. Et ils s'attachent au quotidien à en faire la preuve. Et c'est ce que nous, on essaie aussi de relayer à travers notre programme de produits dérivés. La responsabilité, évidemment, un acteur public est obligé d'agir de manière responsable, que ce soit au niveau écologique, évidemment, économique, d'un point de vue social également. L'exigence, ça c'est une ligne de conduite qui colle vraiment au corps. Évidemment, toutes les marques s'attachent à se donner une mission, à être responsable, mais personne ne peut le faire de manière aussi sincère qu'une marque institutionnelle. Et la réponse, c'est ce que nous on appelle le rapport profit et gain. Normalement, on parle de rapport profit et perte, mais une marque institutionnelle, elle peut se permettre de mettre les ressources financières, même si c'est un objectif, à un niveau d'objectif beaucoup moindre que la visibilité, la communication qu'une gamme de produits dérivés peut permettre, et la visibilité qu'elle peut apporter. Et donc les marques vraies sont celles qui gagnent la bataille de l'attention et de l'engagement auprès des publics. Et croyez-moi, les marques institutionnelles dans leur ensemble, et notamment les marques institutionnelles, ont beaucoup d'atouts à faire valoir auprès de licenciés et de distributeurs notamment. Je suis allé un peu vite. Je vais vous parler rapidement de ce que nous avons en portefeuille. Donc on travaille pour la Principauté de Monaco depuis 8 ans maintenant. C'est un territoire qui suscite beaucoup de choses dans l'imaginaire des gens. Un territoire d'exception qui fait vraiment attention à son image de marque, qui est doté de marques connues dans le monde entier, notamment les marques Monaco et Monte-Carlo. La marque Monte-Carlo étant un peu plus tournée vers l'international. Et nous, ce qu'on essaie de mettre en place à travers notre programme de produits dérivés, c'est le fait de permettre à un consommateur d'accéder à un statut supérieur par l'achat d'un produit. Ce qui correspond plus ou moins d'habitude à la définition du mastige. Et là, on essaie de l'amener un petit peu plus loin. Aujourd'hui, on a un peu plus de 80 licenciés, une centaine de contrats actifs. Là, vous avez quelques exemples de produits. C'est vraiment très large. Ça va d'une voiture à un parfum, en passant par du caviar, des montres, des produits souvenirs, des lignes de maillots de bain, du prêt-à-porter, des téléphones. Enfin, voilà, c'est vraiment très large. Un petit film, par exemple. C'est vous qui le lancez ? C'est un spot de pub pour un modèle de voiture Skoda qui a été lancé en Inde, par exemple.
Skoda. Simply clever. Voilà, alors pourquoi Skoda? Skoda est un partenaire historique du rallye de Monte-Carlo. Je vais du coup... voilà. Juste pour la petite histoire, par rapport à un modèle classique Skoda, un modèle Skoda Monte-Carlo se vend 30% de plus que le modèle classique. Donc c'est un énorme succès, un partenariat qui dure depuis pas mal d'années. Ça, c'est une collaboration qu'on a mis en place cet été avec Gucci. C'est une longue phrase. Avec Gucci, on a mené une autre opération avec une grande marque française de luxe, mais je n'ai malheureusement pas le droit de vous en parler aujourd'hui. Voilà le type d'opération qu'on peut mettre en place chaque année. Rapidement sur le... C'est une virgule. Voilà, une petite virgule. Voilà le type de produit qu'on peut développer pour le... Non, c'est bon. Ils sont méchants. Voilà. On essaie de travailler sur beaucoup d'univers qui peuvent être commercialisés dans les réseaux et dans les monuments du CMN, mais également à l'extérieur. C'est une vraie volonté de rendre les marques du patrimoine visibles à l'extérieur dans différents réseaux. On a 16 licenciés aujourd'hui. On a débuté en 2018. Un exemple avec Chaman, par exemple, une opération. Saint-James. Et juste pour finir, parce que ça me paraît important, là je vous jure que j'arrête après. Voilà, la ville de Lyon. Je voulais juste vous dire un petit mot sur la ville de Lyon. C'est une marque que nous venons de rentrer. Vous voyez un petit peu l'identité graphique que nous avons mis en place pour contrebalancer la marque de l'institution. On a l'ambition de l'ultra local. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec l'évolution des attentes des consommateurs, telles que j'en ai parlé tout à l'heure, avec une recherche de circuits courts en permanence, on fait de la politique de marque de la ville de Lyon l'ambition de l'ultra local. On va vraiment essayer de travailler des produits made in Lyon. C'est évidemment pas simple à mettre en place, mais c'est une vraie ambition. On a on a des objectifs là-dessus. J'espère que vous verrez de beaux exemples, et il y a déjà des contrats qui ont été signés, mais vous les verrez sur les marchés et sur les réseaux prochainement. Et ça, c'est une vraie tendance. Le fait de vraiment recentrer sur des circuits courts. Allez, je mets un point final. Désolé, j'ai dû accélérer un petit peu à la fin. C'est une tendance vraiment prépondérante aujourd'hui. Vous allez voir que ça va s'accélérer clairement. Merci pour votre attention. J'ai accéléré un peu à la fin, mais voilà.